à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce samedi 11 mai. Liban, les tractations se poursuivent en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi électorale avant la séance plénière du 15 mai. Nabil Berri s'est entretenu avec Najib Miati et Talal Arslan à Hennettine. En Turquie, l'explosion de 2 voitures piégées fait au moins 18 morts et une vingtaine de blessés à Reyhanli, c'est dans le sud-est du pays, près de la frontière syrienne. En Égypte, le procès de Hosni Moubarak ajourné et reporté au 8 juin. L'ancien président égyptien doit être jugé pour corruption et pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants pendant la révolution du Nil. Et à suivre également dans cette édition, vote sous tension au Pakistan où 86 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à l'occasion d'élections législatives historiques. Quelques heures seulement après le début du scrutin, des attentats ont frappé Karachi et Peshawar. Les tractations se poursuivent donc en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi électorale avant la séance plénière du 15 mai. Le Premier ministre sortant, Najib Miati, s'est rendu à Hennettine où il a abordé ce dossier avec le chef du Parlement, Nabil Berri. Dossier également au cœur de la rencontre entre Berri et le député Talal Arslan. En ce qui concerne la proposition du Rassemblement orthodoxe, Arslan estime que beaucoup de politiciens font des déclarations mais plus tard se contredisent et refusent de parvenir à un accord. Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Raed, a démenti que le camp du 8 mars a l'intention de paralyser le nouveau gouvernement en demandant le tiers du blocage. Lors d'une cérémonie au Liban Sud, il a déclaré qu'il est du droit de son bloc d'être représenté au gouvernement conformément au poids de ses députés au Parlement. Selon lui, il s'agit d'un droit moral, pratique et constitutionnel. Le responsable politique a par ailleurs assuré dans des menaces à peine voilées que le cabinet de Tamam Salam ne verra pas le jour si les demandes de son camp ne sont pas prises en compte. Le chef du parti Kataeb Amin Gemayel s'est entretenu ce samedi à Rome avec la ministre italienne des Affaires étrangères, Emma Bonino. Un intérêt particulier a été porté au dossier des déplacés syriens que Gemayel a qualifié de menace pour le Liban. Il estime que le pays du Cèdre ne peut plus contenir ce nombre grandissant de déplacés qui dépasse désormais les 1 million. Gemayel a par ailleurs réclamé le soutien de la communauté internationale à la déclaration de Bhabda et au principe de neutralité. Objectif, raviver les opportunités de paix dans la région. Et puis au Liban, 3 roquettes tirées depuis le territoire syrien se sont écrasées ce samedi à l'aube au Hermel, dans l'est du pays. Les projectiles n'ont fait ni victimes ni dégâts. Ce type d'incident est de plus en plus fréquent et a déjà fait des victimes dans le passé. Au moins 18 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans l'explosion de 2 voitures piégées dans la localité turque de Reyhanli, située à la frontière syrienne. Les explosions se sont produites près des bâtiments municipaux de cette ville de la province de Hatay, dans le sud-est de la Turquie. Le chef de la diplomatie turque a adressé une mise en garde à ceux qui cherchent à tester la détermination d'Ankara et a assuré que la Turquie prendrait les mesures nécessaires à sa protection. Le pays soutient les insurgés syriens en lutte contre Bachar el-Assad et héberge sur son territoire à la fois des réfugiés civils et des insurgés. Et puis, alors que la guerre civile continue à ensanglanter la Syrie, les preuves d'utilisation d'armes chimiques semblent s'accumuler contre Damas. La fameuse ligne rouge de Barack Obama a-t-elle été franchie? Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que Washington pense détenir une preuve solide de l'utilisation de ces armes par le régime syrien. Or, les États-Unis ont toujours dit qu'ils reverraient leur position concernant ce conflit s'il s'avérait que Bachar el-Assad avait eu recours à ce type d'arsenal. En visite en Jordanie, le chef de la diplomatie turque, Ahmed Davutoglu, estime, lui, que Damas a déjà franchi cette ligne rouge. La Russie continue pour sa part à fournir des missiles de défense aérienne à la Syrie. Les combats qui font rage depuis plus de 2 ans ont fait au moins 70 000 morts et près d'1,5 million de réfugiés. Moscou estime qu'il est impossible d'organiser une conférence internationale sur la situation en Syrie avant la fin du mois de mai. Annoncée par John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov en début de semaine, cette conférence doit rassembler aussi bien des représentants du régime Assad que de l'opposition. Mais un haut fonctionnaire russe a fait état de divergences en ce qui concerne les personnalités à associer à ce processus de paix et a laissé entendre que ce point pouvait nuire à l'organisation de l'événement.
Dans un instant, direction la Corée du Sud où l'arrivée d'un porte-avions américain risque de raviver les tensions sur la péninsule. Le nouveau procès de Hosni Moubarak, qui a débuté ce samedi au Caire, a été ajourné au 8 juin. L'ancien président égyptien est poursuivi pour corruption et complicité dans le meurtre de centaines de manifestants lors de la révolution du Nil de janvier 2011. Il comparait avec ses deux fils, Ala et Gamal, son ancien ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, ainsi que 6 anciens responsables des services de sécurité. C'est une page blanche qui s'ouvre pour eux car la Cour de cassation a annulé tous les verdicts précédents en janvier dernier. À l'issue du premier procès, Moubarak et Adli avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité, mais les autres inculpés avaient été acquittés. Ce samedi, comme avant, tous ont plaidé non coupables en début d'audience. La société égyptienne avait suivi avec ardeur le premier procès, mais aujourd'hui, au vu de la crise économique et après un an de tensions politiques avec Mohamed Morsi à la tête du pays, le sort de l'ancien raïs suscite nettement moins d'intérêt. Au Pakistan, déjà 17 morts et une cinquantaine de blessés quelques heures après le début du vote pour les élections législatives. À Karachi, le premier attentat très meurtrier visait un candidat laïque. Quelques minutes plus tard, à Peshawar, une deuxième explosion blesse au moins 8 personnes. Ce sont les femmes qui sont ciblées devant un bureau de vote qui leur est réservé. Puis une troisième bombe, non loin de là, blesse 4 personnes. Les attentats sont tous revendiqués par le mouvement des talibans du Pakistan, le TTP, qui a promis de perturber ce scrutin historique. Mais les 86 millions d'électeurs continuent malgré tout de se rendre aux urnes pour choisir leurs 342 députés et le représentant des 4 assemblées provinciales. L'ancien Premier ministre Nawaz Sharif du parti d'opposition La Ligue musulmane est donné favori. Le dépouillement doit débuter dans un peu moins de 3 heures dans les 70 000 bureaux de vote. Toujours au Pakistan, le gouvernement a ordonné au chef du bureau d'Islamabad du New York Times de quitter le pays. Des policiers se sont rendus au domicile de Declan Walsh pour lui signifier un ordre d'expulsion justifié par des activités indésirables. Ils lui ont recommandé de quitter le Pakistan dans les 72 heures. On n'en sait pas plus sur les raisons de cet ordre d'expulsion. Le quotidien a fortement protesté contre cette décision, demandant au gouvernement de la reconsidérer. Selon sa rédaction, Walsh, qui est âgé de 39 ans, vit et travaille au Pakistan depuis 9 ans, en grande partie comme correspondant du journal britannique The Guardian, avant d'intégrer le New York Times en janvier 2012. Reshma, la survivante de l'immeuble effondré au Bangladesh, a survécu 17 jours dans les décombres. À l'hôpital, la jeune femme parvient à murmurer quelques mots sur ces 2 semaines sous les gravats. Elle raconte avoir survécu grâce à 2 bouteilles d'eau et 4 biscuits. La jeune couturière souffre évidemment des effets du manque de nourriture, mais elle a recommencé à s'alimenter. Sa famille a pu lui rendre visite à l'hôpital, notamment sa mère, son frère et sa sœur. Selon le chef des pompiers, elle a été localisée dans un trou entre une poutre et un pilier. L'un des secouristes indique que cette femme avait crié à l'aide alors que les équipes de secours inspectaient les ruines du Rana Plaza. L'armée s'apprête désormais à mettre un point final à ces opérations de secours après la découverte de dizaines de nouveaux corps dans les décombres de la cage d'escalier, portant le dernier bilan à 1084 morts. La dépouille de Tamerlan Tsarnaev, un des 2 suspects de l'attentat de Boston, vient d'être enterrée. C'est le carré de terre sans plaque dans ce cimetière musulman à l'extérieur de la ville de Richmond en Virginie. Depuis la mort du jeune homme le 19 avril, à la suite d'échanges de tirs avec la police, aucun cimetière du Massachusetts n'avait accepté d'accueillir ses funérailles. Comme la femme et les parents de Tamerlan n'ont pas réclamé le corps, c'est par un appel à l'aide publique que la police a trouvé des personnes proposant leur aide pour s'occuper de l'enterrement. Le jeune frère de Tamerlan est toujours en prison en attente de son procès. Il risque la peine de mort. Les tests ADN ont démontré qu'Ariel Castro est bien le père de la fillette de 6 ans née en captivité. L'homme de 52 ans est accusé d'avoir enlevé et séquestré 3 jeunes femmes dans sa maison de Cleveland pendant 10 ans. Un juge lui a officiellement notifié ses chefs d'inculpation, 4 pour enlèvement et 3 pour viol. Car outre la séquestration et les viols répétés, le suspect a forcé l'une de ses captives, Michelle Knight, à interrompre plusieurs grossesses en l'affamant et en lui donnant des coups dans le ventre. Celle qui a passé le plus grand nombre d'années sous son emprise, près de 11 ans, a d'ailleurs quitté l'hôpital vendredi. La jeune femme de 32 ans a bon moral mais demande que l'on continue à respecter sa vie privée. Les 2 autres jeunes femmes, Amanda Berry et Gina De Jesus, sont rentrées dans leur famille mardi dernier.
En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, un groupe naval de la marine américaine, conduit par le porte-avions USS Nimitz, est arrivé au large de la Corée du Sud pour de nouvelles manœuvres. Le groupe comprend des destroyers et des navires de patrouille avec à bord 64 avions. Ce déploiement intervient une dizaine de jours après des exercices qui avaient provoqué la colère du Nord et dans un contexte de grande tension dans la péninsule coréenne. En cause, les ambitions renouvelées de Pyongyang sur le nucléaire militaire. Les corps de 2 membres de la mafia canadienne ont été retrouvés calcinés en Sicile. Les 2 hommes étaient soupçonnés de trafic de drogue entre l'Italie et le Canada. Il s'agirait d'un règlement de compte dans le cadre d'une guerre de territoire entre 2 clans rivaux, un au Canada, l'un appartenant à une famille sicilienne et l'autre à un Québécois. Et puis au Guatemala, l'ancien dictateur Efraín Ríos Montt a été condamné à 80 ans de prison. L'ex-général âgé de 86 ans a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité durant la guerre civile. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1982, il est alors impliqué dans l'assassinat de plus de 1700 indigènes lors d'une offensive de contre-insurrection durant laquelle viols collectifs et exécutions de masse ont été perpétrés. Ses avocats ont fait appel, jugeant cette condamnation illégale. Un outrage fait par la France à la France, une déclaration signée François Hollande à l'occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Le président français a souligné l'impossible réparation des ravages de l'esclavage lors d'une cérémonie au Jardin du Luxembourg. Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue symbolisant la liberté retrouvée, François Hollande a fermé la porte à toute question de l'indemnisation des descendants, estimant que l'histoire n'est pas monnayable. Dans son discours, il a cité le poète entier Aimé Césaire, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance. On l'écoute. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix depuis longtemps la réclament et que leur répondait Aimé Césaire. Ce qui a été, a été. Et il ajoutait, il y aurait une note à payer, à acquitter, puis c'en serait fini? Non, répondit-il, ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. On ne la gomme pas, car ne l'oublions jamais, c'est la République qui est née dans le combat contre l'esclavage. Et c'est la République qui a fait l'abolition de l'esclavage. En 1794, première République. Et puis en 1848, avril 48, seconde République, qui permit enfin l'abolition de l'esclavage, mais pas de la colonisation. Notre responsabilité, c'est de donner un avenir à cette mémoire. Je sais aussi ce que notre République doit au sacrifice de milliers d'Africains venus le libérer. Et aujourd'hui, au nom de cette solidarité, nous sommes aussi présents au Mali pour lutter contre l'intolérance, le fanatisme et la terreur. Et puis on se quitte sur les images de cet accident spectaculaire en Argentine. Il s'est produit à Olavarría, dans la province de Buenos Aires. Le conducteur de la moto, le piéton et l'automobiliste s'en sortent avec de légères blessures. C'est un miracle. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, les tractations se poursuivent en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi électorale avant la séance plénière du 15 mai. Nabih Berri s'est entretenu avec Najib Miati et Talal Aslan à Ain et Tine. En Turquie, l'explosion de 2 voitures piégées fait au moins 18 morts et une vingtaine de blessés à Reyhanli. C'est dans le sud-est du pays, près de la frontière syrienne. En Égypte, le procès de Hosni Moubarak ajourné et reporté au 8 juin. L'ancien président égyptien doit être jugé pour corruption et complicité dans le meurtre de centaines de manifestants pendant la révolution du Nil. Et puis, vote sous tension au Pakistan où 86 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à l'occasion d'élections législatives historiques. Quelques heures seulement après le début du scrutin, des attaques ont frappé Karachi et Peshawar.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.tvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain حزب الله وصل إلى أكثر من 108